Merci beaucoup et bienvenue à tous du coup pour cette table ronde que je suis ravie de modérer. Donc, je m'appelle Diane Cossé, je suis associée dans le cabinet de conseil Simon Kocher, qui est spécialisé sur les sujets d'accès au marché des médicaments, et je suis notamment spécialisée sur les sujets de la réglementation européenne. Et du coup, avec moi aujourd'hui, Camille Thomassin, qui est chef de la cellule de coordination des données en vie réelle et des questions internationales au sein de la Haute Autorité de Santé, et Frédéric Collet, président de Bioannée Consult, qui est expert en questions de santé et qui a été aussi ancien président du LEM, entre autres, et co-rédacteur de la mission Borne. Donc on est ravis d'échanger avec vous sur ce sujet, et je souhaiterais en introduction revenir un petit peu sur les origines de cette évaluation européenne commune des médicaments. Et pour comprendre ce que c'est, il faut déjà bien comprendre comment se passe l'évaluation des médicaments aujourd'hui et les étapes d'accès au marché pour un médicament. Donc, comme vous le savez, globalement, la première étape, c'est l'autorisation de mise sur le marché, qui est accordée par l'Agence européenne du médicament. Et suite à cette autorisation de mise sur le marché, on a aujourd'hui plein d'évaluations différentes qui sont faites par chacun des États membres, qui vont regarder les données cliniques du laboratoire, qui vont les analyser, qui vont parfois demander des informations additionnelles au laboratoire, et à partir de là, décider des conditions d'accès du médicament, de ses avantages par rapport aux produits qui sont disponibles dans leur pays, et du prix du médicament. Donc ça nous amène à plein d'évaluations, comme je l'ai dit, différentes en fonction des États membres, qui sont parfois complètement différentes, plus ou moins formelles, informelles. Et l'idée de cette nouvelle réglementation européenne, c'est de passer de cette situation complètement décentralisée à une évaluation unique, clinique, des données au niveau européen. Donc ça, c'est vraiment le changement important. Et l'idée derrière ça, c'est d'éviter finalement les redondances qu'on voit aujourd'hui avec plusieurs évaluations. Beaucoup de travail pour les autorités de santé des différents pays, dont certains pays qui ont peu de ressources pour faire ces évaluations qui sont parfois très compliquées. Et aussi beaucoup de travail côté laboratoire pharmaceutique, qui doivent soumettre plusieurs dossiers, répondre à parfois les questions similaires ou différentes de différentes autorités. Donc c'est une réglementation qui est assez nouvelle. Elle est mise en place depuis janvier de cette année. Donc pour tous les médicaments en oncologie et de thérapie innovante qui ont soumis un dossier d'autorisation de mise sur le marché depuis janvier. Donc ça, c'est vraiment la première étape. C'est une réglementation qui va être mise en place par phase. Suite à cette première étape des produits en oncologie et de thérapie innovante, à partir de janvier 2028, ça va s'élargir aux médicaments orphelins. Et ensuite, à partir de janvier 2030, ça va s'élargir à tous les médicaments. Donc, comme je l'ai dit, c'est encore nouveau. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 9 médicaments qui sont en cours d'évaluation au niveau européen pour ces évaluations communes. Très globalement, beaucoup de produits en oncologie. On a 2 produits de thérapie innovante. Pour certains de ces médicaments, la France est notamment en charge de l'évaluation. Et on attend les premiers rapports de ces évaluations unifiées d'ici début janvier, février, mars 2026 environ. Donc encore quelques questions, beaucoup d'avantages attendus et certaines inquiétudes, et c'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Et peut-être pour continuer de poser un petit peu le contexte, j'ai une première question pour Camille Thomassin. Est-ce que vous pouvez nous préciser quels sont les éléments de l'évaluation qui vont du coup être du ressort de l'Europe et de ceux qui vont rester du ressort de l'évaluation nationale, et notamment pour la France de la Haute Autorité de Santé? Merci beaucoup Diane pour l'introduction. Alors en effet, oui, il est important de distinguer ce qui se passe pour l'évaluation scientifique au niveau européen et de bien le distinguer des conclusions qui restent nationales, et donc pour le cas de la France qui reste française. Donc pour ce qui est de l'évaluation scientifique européenne et ce que ce règlement pose comme cadre, c'est le principe de avoir une évaluation clinique des données scientifiques qui sont probantes, comparatives, qui sont adressées par les industriels sur la base de questions de recherche qui sont développées de façon commune au niveau européen, donc les fameux PICO, dont beaucoup ont entendu parler. Donc voilà, sur la base de ces questions de recherche qui prennent en compte l'ensemble des besoins des États membres, ensuite est développée une évaluation scientifique sur la base de données déposées par un industriel. Donc il s'agit bien d'un dossier unique déposé au niveau de la Commission européenne.
Et ensuite, sur la base de ces données, cette évaluation est faite selon des méthodes qui sont publiques, puisque vous avez accès aux guides méthodologiques qui ont été développés dans le cadre de ce règlement européen HTA. Et donc, cette évaluation est une analyse critique, objective du degré de certitude des résultats. Et ensuite, ça donne lieu à un rapport, comme l'a dit Diane. Donc, les premiers rapports pour des produits qui ont été, dont la demande d'AMM a été déposée au mois de mars seront attendus pour le deuxième semestre 2026. Donc, c'est vraiment une évaluation qui se fait en parallèle de l'évaluation du CHMP à l'IME. Ça, c'est important aussi de l'avoir en tête en termes de calendrier, puisque l'objectif de ces rapports, c'est d'être rendu public dans les 30 jours après la décision de la Commission européenne sur l'autorisation de mise sur le marché. Donc là, on est vraiment sur une phase d'évaluation commune européenne sur des données déposées de façon unique. Et puis ensuite, une fois que ces rapports sont rendus publics et validés par la Commission européenne, et bien finalement, va se mettre en route la phase nationale pour chaque pays européen. Et au cours de cette phase nationale, les conclusions sont apportées sur la valeur ajoutée de la thérapie ou du produit de santé dans le contexte national. Et donc c'est à ce moment-là que pour la France, par exemple, la Commission de la transparence entre en jeu. De la même façon qu'elle le fait actuellement, la doctrine de la Commission de la transparence ne sera pas modifiée. Les membres de la Commission de la transparence, les chefs de projet de la HS ont accès à l'intégralité du dossier qui est déposé au niveau européen par l'industriel pour l'évaluation clinique commune. Et donc sur cette base-là, la Commission de la transparence prendra en compte le rapport d'évaluation clinique commune, mais aussi toutes les données qui sont contenues dans ce dossier unique du laboratoire. Il y aura également possibilité pour l'industriel forcément de déposer des compléments au plan national si ces données n'ont pas été fournies au plan européen. Et donc, en termes de fixation du service médical rendu, de l'amélioration du service médical rendu, de la place dans la stratégie thérapeutique, de l'impact de santé publique, tout ça sera fait de la façon identique à ce qui est fait actuellement pour ensuite conduire à une fixation de prix et de remboursement par le ministère. Donc voilà, il faut bien distinguer la phase d'évaluation scientifique qui se fait au niveau européen et ensuite la détermination de la valeur ajoutée des traitements qui se fait par la Commission de la transparence. Merci Camille pour cette précision. Maintenant, l'idée, c'est de comprendre un petit peu plus, Frédéric, quelles sont les attentes liées à cette nouvelle réglementation, quels sont les avantages que vous percevez aujourd'hui? Alors d'abord, chauffer une salle avec le sujet de l'évaluation européenne, c'est un peu un défi quand même, hein. Mais le sujet est vraiment important. Vous avez vu l'actualité, vous voyez que quand même un président américain annonce qu'on a enfin trouvé les raisons de l'autisme chez les enfants et que c'est lié à l'utilisation de paracétamol, on peut se dire que la question de l'évaluation, elle est quand même assez proche. Et le sujet de la vérité qui a été abordé ce matin montre qu'il faut se réjouir, même si c'est imparfait, on en parlera, mais il faut se réjouir de mettre en place une évaluation coordonnée, cohérente et robuste, parce que l'évaluation scientifique, c'est ça qui va quand même nous sauver, c'est ça qui va garantir l'accès à une innovation dont on a tous besoin. C'est ça qui va garantir la façon dont on va être capable de préserver notre système social, notre contrat social auquel on est attaché. Bref, elle a des ramifications partout. Et donc aujourd'hui, juste un point, la question de l'équation de la santé, enfin de l'équation de l'équilibre de nos prestations de santé en général, elle est essentielle. On connaît tous cette équation. Elle est complexe. C'est un phénomène démographique, c'est un phénomène d'innovation, c'est un phénomène de mondialisation, et puis c'est un phénomène de souveraineté. Et aujourd'hui, la question de l'évaluation, elle est au cœur de tout ça. Comment est-ce que, dans une Europe qui est très éclatée, dans laquelle aujourd'hui on sait que les évaluations sont pratiquées de façon indépendante par des tas de pays, et qu'ils le font de façon indépendante parce qu'ils ont des moyens qui sont différents. Ce que fait la France n'est pas ce que peut faire la Roumanie. Ce que fait la Grande-Bretagne n'est pas ce que peut faire l'Autriche. Donc avec des moyens, des attentions, des systèmes de santé, des priorités de santé qui ne sont pas les mêmes. Et pour des investisseurs, mais d'abord pour des innovateurs, avant même qu'ils soient investisseurs, le fait de pouvoir s'assurer qu'on aura une évaluation qui sera cohérente est un enjeu d'attractivité qui est absolument essentiel, d'être essentiel pour les patients, parce que cette innovation dont on parle sera rendue disponible probablement plus rapidement, dans des conditions d'évaluation qui seront plus cohérentes, dans des conditions de temps qui seront plus rapides.
Et donc ce système d'évaluation européen, moi je dis, il faut s'en réjouir. Alors bien sûr qu'il a des imperfections, bien sûr que, comme ça a été souligné, on va regarder les premiers mois, comment ça se met en place, on va s'assurer que ça ne crée pas une complexité supplémentaire, c'est entendu. Mais pour autant, je pense que pour les patients, pour les innovateurs, pour les acteurs du système de santé, et également pour les payeurs, le fait d'avoir une évaluation cohérente et robuste est une bonne nouvelle. Et il faut s'en réjouir et il faut accompagner ce mouvement-là, parce que c'est un mouvement qui est essentiel à un moment où la vérité scientifique, elle est quand même beaucoup bousculée dans beaucoup d'endroits. Et donc il faut se réjouir que l'Europe mette en place quelque chose de robuste. Merci. Je pense que cet avis est partagé. Camille, d'un point de vue plus évaluateur, est-ce qu'il y a d'autres points d'intérêt, d'autres avantages que vous avez en tête liés à cette nouvelle réglementation ? En effet, je pense qu'un des objectifs principaux, c'est de réduire la duplication du travail, aussi bien côté industriel, mais aussi côté agence de santé. Donc vraiment de pouvoir capitaliser sur ce rapport pour ensuite adapter les procédures nationales pour gagner en efficience, voilà, en termes de travail sur l'instruction des dossiers. Donc ça, c'est extrêmement important. Voilà, la HAS travaille aussi sur ces templates nationaux, sur ces guides pour les industriels, pour voilà, mieux communiquer sur comment ces rapports-là vont être inclus et qu'est-ce que ça change pour les industriels au plan national. Donc voilà, il y a le template des dossiers, par exemple, vont être modifiés, ça c'est certain. Mais voilà, cette centralisation des données au niveau européen, on espère un gain de temps pour tous les acteurs, voilà, pas seulement pour les industriels, mais aussi pour les agences de santé. Ensuite, nous, l'intérêt qu'on y voit, c'est de produire des rapports déjà d'évaluation qui sont publics. Tous les rapports seront publiés. Donc il y a un enjeu de transparence enfin, en tout cas, la transparence, ça tient vraiment à cœur à la HAS, et donc on s'y retrouve vraiment dans cet objectif-là. La transparence, la haute qualité scientifique. Voilà, à la HAS, on a vraiment tenu à être partie prenante du développement de tous les guides méthodologiques pour s'assurer aussi que nos exigences s'y retrouvent. Et ça a été extrêmement enrichissant aussi pour tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ces guidance méthodologiques, d'échanger avec les autres pays européens sur les méthodologies, parce que voilà, on a aussi pu comprendre mieux pourquoi certains pays avaient telle méthode d'évaluation, qu'est-ce qui était plus important pour eux. Donc je pense voilà, chacun a progressé aussi en termes de méthodologie d'évaluation au cours de ces travaux-là, et ça continue tous les jours. Ensuite, moi ce que je trouve intéressant, c'est que ça a fourni aussi un cadre durable de coopération, parce que jusqu'à présent, on se reposait sur des joint actions qui avaient des durées finies, qui étaient toujours sous forme de pilotes, de pilotes de rapport, pilotes. Voilà. On était toujours en mode pilote sur ces joint actions. Là, on a un cadre enfin de coopération qui est stable. Voilà, on en parlera peut-être après aussi sur les points d'attention. Je reviendrai sur la stabilité du cadre. Donc voilà. En tout cas, nous, on le voit côté agence de santé, côté Commission européenne avec les échanges qu'on a. Côté aussi réseau des parties prenantes, parce qu'il y a une forte volonté aussi d'impliquer les parties prenantes dans ces évaluations. Donc vous avez le Stakeholder Network qui se réunit régulièrement, il y a des groupes de travail qui impliquent des patients, des cliniciens, il y a des experts individuels, patients, cliniciens qui sont associés à chaque procédure d'évaluation commune. Donc voilà, il y a un enjeu de ne pas faire les choses de son côté, mais vraiment d'être transparent sur ce qu'on fait, d'expliquer ce qu'on fait et d'incorporer voilà, la vision des parties prenantes. Il y a des meetings qui sont organisés aussi avec les industriels pour chaque JCA, une fois que les questions de recherche sont communiquées. Donc voilà, on essaie de multiplier les opportunités d'échange pour expliquer ce qui est en train de se passer et que voilà, personne reste avec des questions brûlantes. Bien sûr, on n'a pas les réponses à toutes les questions aussi. Enfin, voilà, les premiers JCA sont en cours. On est encore allé au bout de aucun JCA médicament depuis cette nouvelle réglementation. Donc aussi, il y a des nouvelles questions tous les jours qu'on traite au niveau européen et auxquelles on essaye d'apporter des réponses. Voilà. Je pense que vous avez tous les deux bien souligné l'avancée que représente cette nouvelle évaluation unifiée. Vous avez aussi tous les deux commencé à mentionner un petit peu voilà, des possibles problématiques ou des points d'attention et de vigilance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Camille, sur la vision évaluateur et justement ces points d'attention particuliers ?
Alors, déjà d'un point de vue très pragmatique, la soutenabilité côté agence de santé de ces procédures, c'est un enjeu quotidien. Donc, bien sûr, il y a les textes réglementaires, après il y a la mise en musique. Et au niveau de la mise en musique, voilà, il faut qu'on ait des procédures internes qui permettent à chaque État membre de participer en tant qu'assesseur, co-assesseur ou en tant que relecteur dans des conditions sereines, parce que c'est énormément de travail. Donc il faut pouvoir simplifier au mieux la tâche de tous les acteurs sur les JCA pour qu'ils puissent produire, développer des picots sur la base des ressources dont chaque pays dispose. Ce qui n'est pas forcément une évidence. Il y a des pays qui ont très peu de ressources, d'autres qui en ont un peu plus, mais j'allais dire, même les pays plus importants auxquels on pense souvent, comme la France ou l'Allemagne, on n'a pas non plus des ressources illimitées. Donc on essaye au maximum de travailler avec la Commission européenne, avec le secrétariat, pour mettre en place des procédures qui sont soutenables au quotidien. Comme le fait l'IME. L'IME n'aurait pas pu mettre en place et faire fonctionner les procédures centralisées sans des procédures internes soutenables pour tous les acteurs. Ce qui est important aussi pour nous, c'est de préserver, comme je l'ai dit plus précédemment, des relations avec les parties prenantes qui soient transparentes, qui soient de confiance. Donc ça, c'est extrêmement important et ça, on s'y attelle aussi tous les jours. Pour moi aussi, les points d'attention, finalement, on le voit aussi sur les premiers mois, c'est la prévisibilité de la charge de travail. On apprend aussi, je pense qu'on est aussi surpris côté agence de santé, parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir un volume de dossiers prévu et qui finalement s'annule ou se reporte au dernier moment. Donc voilà, il y a un enjeu aussi de voir comment on peut engager des ressources de façon prévisible dans un contexte où on sait que les industriels aussi ont des contraintes de leur côté qui peuvent les amener à reporter un dossier, voire à l'annuler. Et que il faut accepter qu'on peut-être on ne sera pas prévenu moins de quelques jours avant le dépôt théorique du dossier. Donc nous, on a l'intention aussi de travailler avec l'IME pour voir quelles sont leurs procédures de pré-soumission pour pouvoir s'en inspirer et progresser aussi dans ce sens-là, des échanges d'informations en amont des soumissions de dossiers pour les JCA. Donc je dirais la prévisibilité, c'est aussi un enjeu. Et bien sûr, toujours de ne pas se reposer sur ses acquis et remettre à jour les guides méthodologiques quand ce sera nécessaire. Ça, je pense que ce sera aussi un enjeu pour nous côté agence de santé. Sur l'expérience des premiers dossiers, il y aura forcément des mises à jour de ces guides qui seront nécessaires. Donc de toujours rester alerte sur cette thématique-là. Et puis enfin, être vigilant sur la soutenabilité dans le temps aussi de ce cadre. De son financement, parce que là, ce cadre est financé pour quelques années, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il faudra avoir un financement pérenne aussi pour ce cadre dans les prochaines années. Merci Camille. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de points d'attention et de vigilance qui vont être à contrôler dans les prochains mois pendant que tout ce processus se met en place. Frédéric, est-ce que vous partagez globalement ces perspectives? Est-ce qu'il y a d'autres points de vigilance que vous souhaitez mettre en avant? Bien sûr que je partage et je pense que c'est un processus qui se met en place. Il s'est mis en place cette année de façon extrêmement forte avec l'oncologie. Donc l'oncologie est un terrain d'apprentissage énorme parce qu'il y a des patients derrière qui attendent, qui ont besoin de ces innovations et qu'elles soient évaluées de la meilleure façon qui soit. Donc on est devant j'ai envie de dire un modèle d'apprentissage qui est le modèle parfait. Donc il faut qu'on apprenne ensemble. Il faut que, évidemment, encore une fois, au départ, c'est une bonne nouvelle, encore une fois, pour les patients, pour les innovateurs et pour l'attractivité de notre environnement. Donc il faut que ça marche. Alors, c'est intéressant de se poser la question, de se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on en dit? Alors, on voit que les autorités européennes, en général, elles sont assez d'accord. L'IMIA, elle y voit un partenaire. Et donc, elle se dit, c'est parfait, parce qu'on va continuer à travailler justement dans cette continuité. La HAS, elle dit la même chose. Et le président Collet a dit quelque chose qui était très important, en disant l'évaluation va écraser tous les autres dossiers. Donc, il n'y aura pas plusieurs dossiers qui vont se balader. Il y a un dossier qui va être fait et puis qui écrasera les autres pour éviter les duplications. Maintenant, quand on écoute ce que disent, par exemple, les industriels, les acteurs de l'innovation, on voit qu'ils ont, finalement, on pourrait dire, 3 sujets d'attention particuliers. Le premier sujet, c'est celui de la complexité. C'est-à-dire, il est légitime qu'une autorité de santé locale puisse demander des compléments en se disant, par rapport à mon épidémiologie, par rapport à la situation de mes priorités de santé, par rapport à ce que j'observe de ce dossier et de son évaluation,
j'ai besoin de pièces complémentaires. Il faut que ça reste exceptionnel, parce que sinon on va arriver dans un système où justement le dossier de départ n'écrasera pas le reste. Donc on va aller vers ce qu'on connaît parfaitement, notamment en France, qui est tous les sujets de transposition, de surtransposition, dans lequel, comme on est un tout petit peu plus intelligent que les autres, on a toujours besoin de quelque chose en plus. Mais peut-être qu'il faut qu'on s'assure qu'on parte bien dans cette volonté de simplifier. C'est ce que disait le président de la République dans son intervention. Le premier objectif, c'est de simplifier, d'être attractif et de protéger. Donc, qu'on garde bien en tête cette volonté de simplifier. La deuxième chose, c'est ce qu'évoquait Camille, c'est-à-dire la notion des ressources. C'est-à-dire que tout ça, c'est très bien, mais ça va mobiliser des ressources colossales. Il faut être sûr qu'on y accorde l'attention, les ressources, les moyens suffisants, sinon la HAS va exploser, sinon les autorités, où qu'elles soient, vont exploser. Et du coup, ce qui en France fait quand même une de nos singularités, c'est dans cette expertise, cette excellence scientifique, il ne faut pas qu'elle soit limitée parce qu'on n'aura pas les moyens. Donc il faut être sûr qu'on y accorde tous les moyens. Et puis il y a un sujet pour moi qui est le fait qu'on puisse apprendre en faisant les choses et qu'on garde en tête cette notion de cohérence de l'évaluation. C'est-à-dire qu'on s'assure que cette évaluation-là soit utilisée de la même façon, interprétée de la même façon et partout, sachant qu'il ne faut pas oublier qu'il reste aux autorités de santé locales, à la HAS en particulier, celui de l'évaluation du service médical rendu et de l'amélioration du service médical rendu. Et donc, in fine, l'évaluation économique, elle reste propre à chacun des pays. Donc ça, c'est encore un élément supplémentaire de la chaîne, mais je pense que quand on aura eu l'AMM européenne, une évaluation européenne, en essayant de la conserver dans sa contribution la plus simplifiée possible, alors après ça, on pourra passer à une autre étape. Et cette étape-là, elle est importante, notamment en matière d'accès à l'innovation, mais également d'attractivité, de compétitivité. Et on comprend dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui que cette notion de compétitivité européenne, elle est absolument essentielle. Et ça passe également par une certaine dimension de souveraineté. Et je termine en disant que pour moi, la souveraineté, elle doit toujours être considérée de deux façons. Une dimension évidemment défensive, de se protéger, c'est notamment le vrai dans le domaine de la data, mais une dimension offensive qui est de créer les conditions de la compétitivité et de l'attractivité. Merci Frédéric. Peut-être pour rebondir sur ce que vous avez dit sur ce risque d'accroître la complexité, une des inquiétudes des laboratoires pharmaceutiques, c'est que plus de complexité amène finalement à potentiellement retarder l'accès des médicaments sur le marché, là où cette nouvelle réglementation a un intérêt contraire. Est-ce que c'est un risque qui est réel selon vous pour la France, Camille ? En tout cas, il y a quand même le cadre réglementaire qui dit que les rapports doivent être libérés dans les 30 jours après la décision de la Commission européenne. Donc il y a quand même des garde-fous en termes de calendrier d'évaluation qui sont bien présents et qui ont justement été posés pour s'assurer que dans la majorité des cas, on puisse disposer de ce rapport pour les évaluations nationales. Maintenant, si le rapport n'est pas disponible au moment où on doit réaliser l'évaluation nationale, ça n'a pas vocation à retarder l'évaluation nationale non plus. Voilà. Donc ça, il faut aussi l'avoir en tête. L'objectif, ça reste bien d'accélérer l'accès au meilleur traitement pour les patients. Je suis sûre qu'on aura à cœur de finalement libérer ces rapports dans les temps pour qu'ils servent au maximum de pays, et y compris à la France, évidemment. Je dois dire aussi que cette période où on travaille tous ensemble au niveau européen, finalement, en miroir de ce que réalise le CHMP au même moment, c'est des périodes très stimulantes pour les agences de santé. Et on le voit bien aussi quand on travaille sur les questions de recherche, on voit que l'accès aux traitements déjà existants n'est pas unifié au niveau européen. Voilà, quand on se met tous autour de la table et qu'on compare ces picots, c'est encore plus encourageant pour continuer à travailler pour qu'il y ait un accès équitable pour tous les patients européens aux nouveaux traitements. Donc ça, c'est aussi des périodes très stimulantes pour les agences. Pour l'instant, nous, de notre ressenti,
on sent aussi que l'écosystème, voilà, les parties prenantes, tout le monde est motivé. On ne s'est pas retrouvé confronté à de la mauvaise volonté, à des... Voilà, on sent quand même s'il y a de l'inquiétude parfois ou des discussions assez précises de part et d'autre, mais on sent quand même voilà, un engagement à faire de tout le monde et ça c'est aussi très appréciable. Peut-être juste ajouter quelque chose, parce que quand on parle de cette évaluation européenne, on est très vite axé sur le process. Mais derrière le process, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que ça crée un espace de dialogue. Il y a le joint, vous savez, il y a le clinical assessment, le joint clinical assessment, qui est une chose. Mais en amont de ce joint clinical assessment, il y a un espace de dialogue qui est la joint scientific consultation, qui permet aux acteurs, en amont, justement, de travailler sur la fameuse définition des PICO. Donc, et de le faire en amont, ça veut dire que les innovateurs, les acteurs de l'innovation, mais les acteurs de l'évaluation également, peuvent travailler avant pour identifier les bons points de passage, la meilleure façon de designer les essais, les preuves, etc. Et cet espace de dialogue, je crois qu'il ne faut pas le sous-estimer, parce que c'est quelque chose d'assez nouveau dont il faut faire bon usage également. Merci à tous les deux. Est-ce qu'on a le temps de prendre peut-être une ou deux questions de l'Assemblée, si vous en avez ? Bonjour, Ludovic Toledo pour Dodienne Santé. Vous avez parlé de la réglementation concernant la pharmacie, les médicaments. Est-ce qu'il existe une unification en projet concernant les dispositifs médicaux ? En effet, le règlement européen HTA concerne également les dispositifs médicaux. Donc en termes de texte, on attend voilà, la publication de l'Implementing Act sur les évaluations cliniques communes de dispositifs médicaux qui devrait intervenir sous peu. Et donc toutes les guidance sont en cours de développement également pour les dispositifs médicaux pour être en position de pouvoir commencer les évaluations cliniques communes dispositifs médicaux en 2026 comme ça a déjà été annoncé. Voilà, donc pour l'instant tout est dans les tuyaux, tout est bien parti pour pouvoir commencer. Le process est un peu différent aussi des médicaments puisque voilà, il y aura des implementing decisions pour la sélection des dispositifs médicaux qui seront évalués. Donc voilà, c'est légèrement différent du médicament. Mais voilà, en tout cas, tout est dans les starting blocks pour pouvoir démarrer en 2026. Et ça concerne seulement certaines catégories de dispositifs médicaux. Voilà, pas tous les dispositifs médicaux. Pas de dernière question. Merci à tous.